Bonjour à tous. Alors, on est sur un gros morceau aujourd'hui les copains. Vous savez que j'ai pour habitude de défendre la langue française. Aujourd'hui, je vais m'attacher à défendre plus particulièrement son orthographe. Je le fais en réaction à un sketch qui a été joué par deux types lors de la soirée des Molières en 2019 sur la scène des Molières et qui m'a profondément énervé. Alors avant d'aller plus loin, il faut que vous regardiez la vidéo en question parce que je vais m'appuyer dessus pour défendre mon propos. Donc vous cliquez sur le lien juste au-dessus de moi, vous regardez la vidéo et on se retrouve juste après. Ça y est, c'est fait, vous êtes de retour? Alors on va pouvoir commencer. Il est intéressant de savoir d'où parlent ces messieurs, qui sont-ils, qu'ont-ils produit qui leur permettent de débarquer sur la scène des Molières pour critiquer, moquer notre orthographe. Alors je me suis renseigné, ils sont belges tous les deux, ce n'est pas une blague, et sont d'anciens professeurs de français et de philosophie. Le premier s'appelle Jérôme Piron, il est linguiste de formation et il fait aujourd'hui de la médiation culturelle et co-dirige une compagnie de théâtre qui n'a produit à ce jour qu'un seul spectacle, celui dont est issu le sketch que vous venez de voir. Alors, d'un côté ils disent qu'ils ne sont pas comédiens, et d'un autre ils présentent un extrait de leur spectacle. Alors les gars, je ne sais pas ce que vous êtes quoi? Vous êtes comédien, conférencier? On va dire humoriste? Parce que vous essayez de faire rire, après tout, c'est plus facile de faire passer ses idées en douce derrière le masque du divertissement, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de présenter son acolyte, voici comment il se définit lui-même à travers sa page Facebook. Il s'appelle donc Arnaud Hout, linguiste dilettant, ce sont ses mots, pédagogue en robe de chambre, tente de corriger le passé, pardon, le participe passé, écrit des trucs, vrai faux comédien, lui au moins il admet l'ambiguïté, et bouffeur d'académiciens. Donc pour résumer, on a affaire à deux pseudo-comédiens qui ont joué un spectacle qui n'en est pas un, et qui débarquent aux Molières en tant que médiateur culturel et bouffeur d'académiciens. Ça pose les bases quand même. Donc à partir de là, quand ils commencent leur sketch en posant comme postulat de départ l'orthographe est-elle respectable, là je me dis qu'on va passer un super moment quand même. Ils débutent leur intervention en citant Voltaire. Alors je vais vous la lire, la citation. L'orthographe de la plupart des livres de français est ridicule, l'habitude seule peut en supporter l'incongruité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, c'est-à-dire qu'ils font appel à un grand nom, à une sommité, en l'occurrence il s'agit de Voltaire, c'est pas n'importe qui, pour, d'entrée de jeu, déstabiliser le contradicteur, l'impressionner. C'est une façon, si vous voulez, de mettre le nom de Voltaire devant nos yeux, en nous disant, vous voyez ce que dit Voltaire? C'est Voltaire qui parle. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous avez forcément tort. C'est ça un argument d'autorité. Alors moi je pourrais leur en soumettre 10 000 autres, des contre-arguments d'autorité. J'ai choisi Colette au hasard, la romancière. N'abîmez pas les mots, ne touchez pas au H et au Y, mettez-en partout. Voilà. Donc en termes d'arguments d'autorité, un partout, la balle au centre. Mais regardons de plus près la citation de Voltaire, parce que je les prends au sérieux les gars, donc on va regarder précisément ce qu'il nous dit. L'orthographe de la plupart des livres de français est ridicule. La plupart des livres de français. Quel livre de français? Quelle orthographe? On ne sait pas. Il nous dit qu'elle est ridicule. Alors ça, sur l'échelle de l'argumentation, c'est un des niveaux les plus bas. Je crois que c'est juste au-dessus de l'argument ad hominem. C'est un argument de forme, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas d'explication, il n'y a pas de développement. Il nous dit l'orthographe est ridicule. Ok, mais qu'est-ce que tu mets derrière? On va voir que ce qu'il met derrière n'a pas vraiment de lien. Il nous dit l'habitude seule peut en supporter l'incongruité. En quoi ce qui serait contraire aux usages et à la bienséance serait ridicule? Vous voyez qu'il n'y a pas de lien. Donc pour moi, la citation de Voltaire, là, ne tient pas. J'aimerais en savoir plus, finalement. Là, c'est un peu court, jeune homme, j'ai envie de dire. Ensuite, nos amis belges nous rappellent qu'avant la fin du XVIIe siècle, tout le monde écrivait comme il voulait. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de nous démontrer par là? Que c'était mieux avant? Ce serait intéressant de la part de progressistes, mais passons. C'est un fait, l'orthographe, au sens où on l'entend aujourd'hui, n'existait pas, pour ainsi dire, avant que l'Académie française n'impose la graphie actuelle. Mais vous remarquerez que l'Académie n'a rien déconstruit, elle n'a rien défait, elle a fait. Elle a fixé les règles de la langue française, afin de la rendre pure et compréhensible par tous. C'était ça leur but. Ils voulaient préserver l'information étymologique dans leur dictionnaire. Qu'est-ce que l'information étymologique? Eh bien, c'est tout simplement la racine des mots. La grande majorité des mots que nous utilisons aujourd'hui sont issus du latin et du grec. Et grâce aux académiciens, nous avons conservé ce lien avec nos ancêtres. Ainsi, même si vous n'avez pas fait de latin ou de grec à l'école, vous avez forcément des notions. Quand vous dites le mot orthographe, vous utilisez des racines grecques. Orthos, droit, graphein, l'écriture.
Quand vous dites orthophoniste, orthos, droit, phono, le son, la voix. C'est intéressant ou pas? Bien sûr que c'est intéressant. Sauf que ça n'a pas l'air d'intéresser nos amis belges. Eux, ils lui préfèrent l'orthographe phonétique. Un son, une lettre. Pour eux, on devrait écrire dictionnaire de cette façon, ou français comme ça. Voilà. Une sorte d'orthographe en mode SMS. Alors moi, mes arguments pour défendre l'orthographe étymologique, eh bien je dirais que ça nous connecte à notre histoire, à nos ancêtres, ça nous rattache à eux, et chaque mot que nous écrivons est imprégné de cette culture gréco-latine qui nous a faite, chapeautée par le christianisme, et qui a fait de nous les Français que nous sommes aujourd'hui. Comme disait Paul Valéry, j'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs. Voilà ce que nous sommes, voilà d'où l'on vient, et l'orthographe étymologique participe à nous le rappeler chaque jour. Maintenant, quel est l'argument avancé par nos amis belges pour défendre l'orthographe phonétique? Je vous le donne en mille, leur argument. C'est plus simple. C'est plus facile. C'est le fameux nivellement par le bas. Plutôt que d'élever le peuple pour le mettre à niveau, on préfère rabaisser l'exigence afin que l'orthographe ne soit plus qu'un outil pratico-pratique, une application aussi accessible qu'un rencard sur Tinder ou qu'un taxi Uber, une sorte d'orthographe reconditionnée avec un minimum d'accessoires, transportable plus facilement, plus légère, une sorte d'orthographe SMS 2.0. Ces messieurs prennent ensuite en exemple l'orthographe des Turcs, des Roumains, des Bulgares, des Finnois, qui serait beaucoup plus abordable que la nôtre. Mais les gars, vous avez déjà entendu parler de l'exception culturelle française? Ça vous dit quelque chose, le génie français, ou vous avez oublié, ou vous faites semblant d'avoir oublié? Je vous rappelle qu'à une époque, on était considéré comme le peuple le plus intelligent de la Terre. Et aujourd'hui, comme dit Alain Finkielkraut, la syntaxe s'effondre, le vocabulaire se raréfie, le français n'est plus qu'un moyen de communication. Les Français n'habitent plus leur langue, j'adore cette phrase, n'habitent plus leur langue. Et celle-ci n'est plus comme autrefois façonnée par la littérature. Et quand l'Académie française dit que l'écriture inclusive est un péril mortel, tout le monde s'en moque. Vous décidez ensuite d'inventer un mot de toute pièce pour nous déployer toute une liste de façons possibles de l'écrire et nous démontrer par là que notre orthographe française serait très compliquée. Mais alors déjà, pourquoi vous prenez la peine d'inventer un mot? Pourquoi vous n'utilisez pas un mot qui existe déjà? Vous prenez le mot créfition qui ne veut rien dire, mais prenons le mot crucifixion qui s'en rapproche pas mal. Si vous aviez utilisé ce mot, par exemple, et que vous nous aviez déployé votre liste, on se serait très vite aperçu que votre démonstration ne tient pas, parce qu'il n'y a pas 10 000 façons d'écrire crucifixion. Si crucifixion s'écrit de la façon dont il s'écrit, c'est parce qu'il est issu du latin crucifixus, crux, la croix, fixus, attaché, attaché à la croix. Donc, les mots ne sont pas vides de sens ni de substance, comme vous essayez de nous le faire croire. Les mots racontent quelque chose, que vous le vouliez ou non. Comme disait Victor Hugo, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Crucifixion n'aurait pas pu s'écrire d'une autre manière, parce qu'il prend sa source dans notre histoire. Et ça, vous le savez très bien, messieurs. Nos amis belges nous rappellent ensuite que beaucoup de nos accents circonflexes ont été ajoutés par les bourgeois gentilshommes pour faire classe, suprême, infâme. Les gars, c'est quoi votre problème avec la classe? Moi, je suis content d'avoir une langue classe, ça me pose pas de problème. Mais je crois qu'au fond, vous n'avez pas un problème avec la classe, vous avez un problème de classe. Vous ne supportez pas l'idée que ce soit des gens privilégiés qui aient fixé les règles de la langue française. Mais les gars, si ce n'était pas les académiciens, les membres de la Pléiade, la noblesse qui avaient fixé ces règles, qui les aurait fixées? Le paysan du coin? Je crois pas, non? Ils nous disent dans une autre vidéo, dont voici le lien, que l'Académie française est une fausse référence parce qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie française et que c'est comme s'il n'y avait pas de mécanicien au contrôle technique. Alors premièrement, la langue française n'est pas une bagnole. Et deuxièmement, si c'est pour avoir à l'Académie des linguistes comme vous ou comme Julie Neveu, CF, mon précédent coup de gueule, franchement, je m'en passe très bien. Et non, il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. Par contre, on a des écrivains, des historiens, des avocats, des philosophes, des philologues, des essayistes, des médecins, des dramaturges, des journalistes, des diplomates et des poètes. Et vous savez quoi? Il y a même des femmes. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher, fallait que je la fasse.
Vous dites qu'il ne suffit pas d'enfiler un habit vert pour devenir grammairien. Mais les gars, moi je veux pas de grammairiens à l'académie. Moi je veux des soldats, des gardiens du temple, parce que le temple est attaqué par des gens comme vous notamment. Vous dites qu'ils sont là à titre honorifique et que ça ne leur confère aucune légitimité. Alors d'abord, laissez-moi vous dire qu'en termes de légitimité, vous êtes très mal placé pour leur faire la leçon. Et d'autre part, en quoi les distinctions honorifiques ne seraient pas légitimes? Je veux dire, les membres de l'académie sont élus par leur père. Vous voulez vous en remettre à la science, mais quid d'une certaine idée de la France? Quid de la transcendance, de la sacralité, du symbole, de la mémoire collective dont ces gens se sont fait écho tout au long de leur carrière? Quid de la force et de l'honneur? Mais non, vous bien sûr, vous méprisez ces valeurs. Vous les méprisez et après vous déplorez les effets dont vous chérissez les causes. Vous allez pleurer sur une jeunesse en perte de repères. Vous vous étonnez que certains aillent chercher ailleurs la transcendance, en Syrie par exemple. Mais qu'est-ce que vous leur offrez, vous, à cette jeunesse en perte de repères? Qu'est-ce que vous leur offrez à part la destruction d'un héritage millénaire? Qu'est-ce que vous leur offrez quand vous leur laissez entendre qu'en écrivant bien, ils penseraient mal? Qu'est-ce que vous leur offrez à part le reniement, le cynisme et la détestation de soi? Mais là où vous êtes extraordinaires, les mecs, là où vous êtes formidables, c'est quand vous faites un procès en discrimination à tous ceux qui critiquent les commentaires bourrés de fautes d'orthographe qu'on retrouve sous les vidéos. Mais alors selon vous, on devrait accorder autant de crédit à un commentaire qui fait une faute à chaque mot qu'à un autre qui fait aucune faute d'orthographe? Ben non, je suis désolé, moi je réclame le droit à la distinction. On remarquera d'ailleurs que la grande majorité des commentaires qui sont bourrés de fautes d'orthographe, sur le fond, ils sont pas terribles non plus. Et à contrario, un commentaire qui prend le temps d'étayer ses arguments, d'aller dans le fond des choses, souvent ces commentaires-là font moins de fautes d'orthographe. Alors de là à dire qu'il y aurait une corrélation entre le bien écrire et le bien penser, bah là il n'y a qu'un pas à faire que je m'empresse de franchir allègrement. Pour vous, la simplification constitue un nivellement par le haut, ce sont vos mots. Le problème, c'est que depuis qu'on s'attache à simplifier l'orthographe, depuis qu'on a bradé l'obtention du bac, depuis qu'on s'attache à surnoter les élèves en difficulté, bah bizarrement, on s'aperçoit que le niveau scolaire a régressé. Mais comment voulez-vous rendre possible les nouveaux Balzac, les nouveaux Victor Hugo, les nouvelles George Sand ou Marguerite Duras, pour citer des femmes, si vous n'admettez pas que la qualité exige un effort, je dirais même un combat contre la facilité? Qu'est-ce que vous croyez que Marcel Proust a écrit à la recherche du temps perdu comme ça, sans effort? Mais c'est une douleur d'écrire. C'est une souffrance quand on veut faire ça bien et aller au fond des choses. Parce que le monde, que vous le vouliez ou non, est complexe. Et pour se mettre à la portée de la complexité de ce monde, il faut accepter l'idée que l'accès à la culture se fait par les armes de la volonté, par de la pugnacité, le désir profond de s'élever autant que possible à la hauteur de ces grands hommes. Et je dis homme avec un grand H, comme Madame de Haas. L'argument de classe sociale ne m'apparaît pas une excuse, dans la mesure où en France l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, et passé cet âge, eh bien écoutez, les bibliothèques sont ouvertes à tous et elles sont gratuites. Alors vous prenez un livre et vous lisez. C'est en lisant qu'on apprend à écrire. Et si vous n'aimez pas lire, eh ben vous vous forcez. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Je vais vous citer Hélène Carrère d'Encausse dans La Grande Librairie. On est parti du principe que l'orthographe est très difficile et qu'il ne faut pas traumatiser les pauvres petits qui apprennent à écrire. J'ai été à l'école publique et j'ai des souvenirs extraordinaires parce qu'il y avait une jouissance à savoir comment on écrivait. C'était une espèce de victoire, on dominait les mots. Leur orthographe nous devenait familière. Si on se trompait, on avait le sentiment d'avoir trompé le mot, d'avoir fait quelque chose de mal, mais on n'était pas traumatisé. C'était le combat de notre enfance et ça n'avait rien d'affreux. C'est parce qu'on a décidé désormais que la transmission était quelque chose de douloureux qu'on a décidé de réformer l'orthographe. Elle nous dit ensuite que la réforme de l'orthographe, et c'est heureux, est dans un tiroir, mais moi je dis attention, si elle est dans un tiroir, ça veut dire qu'on peut l'en ressortir à tout moment. Et vous voyez bien que les progressistes, par définition, progressent. Écriture inclusive, anglicisme, réécriture de Molière, réforme de l'orthographe, on y va tout droit. Et ça passera par des mecs comme ça, par des pseudo-humoristes dont vous n'aurez jamais entendu parler et qui viendront vous expliquer que tout ce sur quoi vous reposez, que tous vos repères, tous vos valeurs qu'on vous a inculquées sont bons à jeter, bons à mettre au cabinet, comme disait Molière. Voilà le projet de ces gens-là, Ils font partie d'un mouvement global, ils veulent détruire les nations, détruire les peuples, et le pire c'est qu'ils prétendent le faire au nom du bien,
au nom d'un humanisme égalitaire et moderne. Alors on voit bien où ça mène, cette idéologie. Ça mène à la cancel culture, à l'indigénisme, à la fragilité blanche, au wokisme, à la victimisation à tout va et au racisme systémique. Autant de concepts qui, moi, personnellement, me font vomir. Ils sont en train de brûler notre roman national, ils se torchent avec et ils jettent les pages au feu, une à une, voilà. Et quand il restera que des cendres, ma foi, il ne leur restera plus qu'à écrire leur propre roman. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous vous sentez un tant soit peu concerné par les sujets que je défends, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes une petite trentaine pour l'instant. J'ai besoin que ça monte maintenant pour m'encourager à continuer. Donc abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à commenter. Je suis très ouvert au débat, donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo coup de cœur cette fois. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.